Oui, oui, juste trois mots pour introduire. Ça fait partie du beau livre de Hélène Sarrazin qui s'appelle Élysée reclus ou la passion du monde. Introduction que je recommande de Kenneth White, poète de la géopoétique. 4 mots. Hein. Oui, oui, oh, on va faire le. Je suis pas l'acteur. Hein. Je suis pas acteur. Hein. Le plus simple est de laisser Élysée repartir pour Paris, y prendre femme, ce qui lui fera un bien considérable. Lui donner du papier à salir et de sales écus à gagner en compagnie de ses bien-aimés. C'est Élysée qui écrit. Et il continue en évoquant sa charmante petite femme à laquelle il parlerait tout doucement ce langage qu'il ne parle plus depuis qu'il aimait Valentine et Esmeralda. On ne sait si Valentine et Esmeralda étaient ou non des amours de papier. Merci, ça me permet d'introduire Yves Rebaud. Oui. Yves Rebaud, donc, qui va nous parler de, je te laisse t'installer, la participation des citoyens au projet urbain, une affaire d'hommes ou de femmes. Ah, ça marche pas. Alors. Ah, ce raccourci marche pas. Tu me le début de mon temps ou c'est dans mon temps? Ça y est, là, ça court. Hein. Eh oui, mais je l'ai pas, ça s'est pas enregistré. Alors c'est l'ordinateur. Voilà, c'est bon, ça va aller. Voilà. C'est bon. Ça marche? Ouais, ça y est, super. Alors, il me faut un micro. Voilà, ça y est, je suis installé. Bien, je remercie Chantal Crène et puis Marc Sahraoui de leur invitation pour ce magnifique colloque. Alors, je suis doublement intéressé par cette matinée parce que je suis géographe. Dans des courants de géographie sociale et culturelle, j'ai travaillé sur la géographie de la musique et depuis une dizaine d'années, je travaille sur la géographie du genre et de plus en plus sur la géographie du genre dans une perspective féministe et j'appartiens à des courants de géographie culturelle. Et puis également sur la participation parce que je suis membre du conseil de développement durable de la communauté urbaine de Bordeaux où j'anime un groupe qui s'appelle Genre et Ville. Donc je vais essayer en 18 minutes, 17 moins l'introduction, d'essayer de faire une petite synthèse de ces travaux, de mes travaux universitaires et de cette participation citoyenne. Alors attendez, ça va pas, il faut que je mette visionneuse, c'est ça peut-être? Parce que là ça... Voilà. Oui mais ça fait ça. Ça va pas ça? Ah, ouais. F5. Ah, on voit les pros du ouais. PC. Bon, c'est pas grave. Bon, d'abord un petit préambule sur la géographie pour dire qu'il a fallu attendre les années 80 et 90 pour que se développe un récit féministe de la production scientifique en usage. Donc il ne vous a pas échappé que tous les géographes depuis l'Antiquité sont masculins. Il y a eu des géographes femmes, mais qu'on a vite dit mineurs, oubliés, comme dans la littérature. Et donc après, eh bien, il s'agit après de voir parmi les géographes masculins ceux qui ont parlé des hommes et des femmes, ou des femmes, et ceux qui n'en ont pas parlé. Alors Élysée Reclus est effectivement une exception. Il connaissait ses contemporains, John Stuart Mill, Thomson pour les hommes, mais aussi il avait fréquenté Louise Michel, peut-être Hubertine Auclair et d'autres. Et donc il était dans ces courants anarchistes où la question de l'égalité femmes-hommes se posait centralement, et on le voit dans son œuvre et dans sa vie, puisqu'il a pris des positions qui étaient extrêmement avancées pour son temps, enfin qui étaient anarchistes à l'époque, sur le mariage, avec le refus du mariage. Et puis il y a également cette deuxième partie de sa vie avec Clarisse, où il revient à Sainte-Foy-la-Grande avec une femme de couleur, ce qui représente quand même quelque chose d'assez avancé pour l'époque. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'aux années 80, la géographie était masculine. Le monde se présente sous forme de cartes, de plans, de rapports d'études, de photographies, donc très surplombant, illustrant un univers fait d'exploration, de conquête, de gouvernement des peuples, d'exploitation des richesses. Et cette géographie exclut de facto toute perception subjective et désincarne celles et ceux qui traversent ou habitent l'espace. Donc il n'y a pas d'idée qu'il puisse y avoir des hommes et des femmes sur l'espace. Il y a une évidence naturelle du dualisme homme-femme, et donc on ne fait pas une géographie des femmes, et encore moins une géographie des hommes. C'est-à-dire que la géographie qui est faite est de fait une géographie masculine, mais évidemment elle ne se sait pas masculine.
Donc là aussi, eh bien, tout le travail qu'on fait avec mes collègues sur la géographie consiste à questionner cette géographie masculine et ce qu'elle nous dit. Et donc on se rend compte effectivement que par exemple toute la géographie coloniale, mais aussi l'anthropologie, eh bien, repose aussi sur des désirs d'espace des hommes. Donc la géographie est une science militaire, disait Yves Lacoste, c'est la science de la guerre, mais c'est aussi la science du désir des hommes sur l'espace, qu'on voit effectivement dans la riche et large iconographie de l'époque coloniale. Voyager, les troupes coloniales vous invitent, eh bien, elles vous invitent à voir les jeunes femmes dénudées du Sud. Et effectivement, c'est plus excitant pour les hommes d'aller conquérir des espaces comme ça que de rester dans une France, une Europe puritaine où les femmes sont vécues jusqu'au cou. Et donc on parcourt, effectivement, on montre ce monde désirable, qui est un monde d'hommes et de conquête des hommes. Donc ça aussi, bien dans cette géographie, il y a un autre élément important, c'est que jusqu'aux années 1970, il n'y a pas de femmes à l'université. Les femmes sont depuis longtemps agrégées, elles enseignent, elles ont un très haut niveau d'études, mais elles ne sont pas professeurs d'université ou maîtresses de conférences. On dit maintenant maîtresses de conférences. Elles sont absentes de la production scientifique en géographie. Donc là aussi, c'est le préalable pour parler d'une géographie, d'avoir une nouvelle vision géographique qui est une vision qui considère qu'il peut y avoir une géographie d'une part des femmes et d'autre part il peut y avoir réflexion sur une géographie en tant que c'est une science construite par et pour les hommes. Alors deuxième partie, je suis obligé d'aller assez vite puisque je n'ai pas beaucoup de temps. On pourrait se poser la question si la ville, telle qu'on en parle, eh bien, elle n'est pas construite par et pour les hommes. C'est le début du travail de recherche que j'ai mené ces dernières années. Et notamment sur les imaginaires. On peut poser la question de savoir si les élus préfèrent les tramways aux bus en couloir propre, qui sont 20 fois moins chers. Est-ce qu'ils ont joué au train électrique quand ils étaient petits, par exemple? Est-ce qu'ils construisent des ponts parce qu'ils jouaient au Lego? Est-ce qu'ils construisent des salles de rock pour leurs garçons et des lieux d'expression, ou des stades parce qu'ils jouent au foot au milieu de la cour de récréation? Donc je rappelle que là, actuellement, on est en train de construire un stade à Bordeaux qui va faire 42 000 places, et ce sera 42 000 hommes, mecs, si vous voulez. Il y aura 41 000 hommes et 1000 femmes, peut-être. Et donc, sur vraiment tous ces grands équipements, notamment les équipements sportifs, sont conçus dans l'idée d'une mixité peut-être sociale, mais qui n'est pas une mixité de genre. Et vous ne pouvez pas trouver dans les fêtes des équipements qui soient équivalents pour des assemblées de femmes. Alors, j'ai réalisé 3 enquêtes pour analyser les effets concrets du masculin sur la construction de la ville, sur lequel je vais passer assez rapidement. La première, c'est sur les espaces publics destinés aux loisirs des jeunes. La deuxième, c'est sur la manière dont femmes et hommes occupent la ville de façon différente. Et la troisième, qui va servir de conclusion et puis qui va être vraiment dans le sujet, sur la participation, où je montre que la participation est effectivement une affaire d'hommes et non pas d'hommes et de femmes. Alors, première chose sur cette construction masculine, on dit androcentrique de la ville, une enquête faite sur la communauté urbaine de Bordeaux, exhaustive, sur 3 ans, avec pas mal de moyens, montre que 3/4 des dépenses publiques destinées pour les loisirs des jeunes profitent aux garçons, tous équipements et loisirs confondus. Deuxième élément important de cette enquête, conclusion, les filles décrochent massivement à partir de la 6e. On considère, alors quelquefois elles-mêmes considèrent, elles ont aussi incorporé la norme, que c'est plus leur âge d'aller dans la rue, dans les stades, etc., d'autant plus qu'il y a un certain nombre de pressions pour les retirer de l'espace public, devenu dangereux pour les femmes. Voilà, on dira que c'est la puberté. En fait, l'âge sexuel. Oui, enfin là. Devient un objet sexuel. Voilà, absolument. L'espace public devient dangereux pour elle, on est d'accord. Alors, les équipements de loisirs sportifs d'accès libre, skatepark, city stade, sont exclusivement occupés par les garçons, ainsi que les lieux de répétition et concerts de musique amplifiés. Donc là, même des équipements qui semblent innovants, qui sont construits souvent pour canaliser la violence des jeunes dans des activités positives, sont implicitement portés sur les garçons. Et ils fonctionnent effectivement comme des maisons des hommes, donc c'est un terme aussi que j'aurais pu expliciter, qui valorise les garçons virils et dominants. Donc là, on peut marquer à l'entrée du stade de rugby, comme le disait Serge Simon, le rugbyman bien connu, on n'est pas des PD. Donc là, il y a vraiment cette idée que ces espaces sont alignés sur le modèle du garçon viril et dominant. Deuxième enquête, usage de la ville sur le genre, où sans surprise, malheureusement, on voit, tout le monde dit ça change, mais non, ça ne change pas. Les femmes continuent à faire 3/4 des tâches domestiques et surtout des accompagnements. C'est elles qui accompagnent les enfants à l'école, les personnes âgées, les autres en général. Elles ont toujours des salaires inférieurs aux hommes, comme vous le savez. Elles participent peu à la vie politique. On n'a que 7 vice-présidentes femmes pour 36 à la Cube.
Donc je signale aussi que les concentrations, communautés de communes, etc. sont catastrophiques pour la parité femmes-hommes, hein, c'est-à-dire qu'une parité qui arrivait à peine à émerger bien disparaît par l'effet des concentrations, hein, ça c'est général. Et surtout, elles continuent à se sentir en insécurité la nuit et adaptent leur comportement en conséquence. Et donc là, dans les études que nous avons faites, toutes les femmes, sans exception, ont une stratégie pour, quand elles doivent aller dans la ville la nuit, parce qu'elles considèrent, elles ont incorporé la menace qui pèse sur elles la nuit dans la ville. Alors, la ville androcentrique, ces enquêtes tendent à montrer que la construction de la ville a un rapport de cause à effet avec le fait que les femmes s'investissent moins dans la ville, et la manière aussi dont leur présence dans la ville, hors travail, tend à être réduite aux fonctions de care, de soins, enfants, personnes âgées, domesticité. C'est-à-dire que pour des élus, on va considérer que s'intéresser à la place des femmes dans la ville consiste à mettre en place des couloirs à poussettes, des parcs pour enfants, et donc c'est uniquement l'aspect de la maternité qui est considéré dans les femmes dans la ville. Mais si on doit protéger les étudiantes qui font la fête sur les quais de Paludath à Bordeaux, par exemple, on considère que ce n'est pas de l'ordre de la sphère publique d'aider les filles à s'éclater dans les boîtes, hein, donc, ou bien de sortir dans la rue, etc. Donc là, on a bien une pensée qui est aussi très, très normative par rapport au sexe. Alors, la recherche que j'ai menée après, c'est interroger sur essayer de comprendre comment marchaient ces allants de soi qui fabriquaient une ville, hein, qui reproduit finalement ces inégalités de sexe. Alors, j'ai participé en tant que membre et même vice-président, puisque c'est un des nombreux vice-présidents du Conseil de développement de la Cube, à un débat qui a été mené par l'agence d'urbanisme pour débattre des schémas de mobilité urbaine des 20 prochaines années, sous le thème « La grande ville est asphyxiée par les embouteillages, il y a des pics de pollution, et donc il faut inventer une ville nouvelle, plus fluide, plus agréable, et qui réponde aussi aux nouvelles injonctions climatiques. » Donc, lors de ces réunions, j'ai réalisé un comptage, je n'étais pas invité pour ça dans ces réunions, mais je l'ai fait en off, des temps de parole sur 6 ateliers, 3 réunions plénières. Donc 75% des participants sont des hommes, 85% des animateurs d'ateliers sont des hommes, 100% des intervenants extérieurs sont des hommes, des experts, 90% du temps de parole est occupé par les hommes. Les femmes qui évoquent leurs problèmes de famille nombreuse, de cumul de tâches, de peur la nuit n'intéressent pas ou font sourire. Si elles insistent, on leur dit qu'on ne peut pas traiter les cas particuliers, qu'il s'agit de sujets d'intérêt général. Alors en 2 minutes, même si c'est un petit peu dense, je vous fais le découpage d'une des séances, mais j'en ai une trentaine comme ça. Donc là, vous voyez quand même une photographie habituelle, mais si on chausse les lunettes du genre et qu'on commence à compter les hommes et les femmes, eh bien on se rend compte de ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire la domination des hommes sur les espaces publics. Voilà. Donc, alors, 101 participants, 89 hommes, 22 femmes, 5 hommes à la tribune, 1 président, 4 rapporteurs d'atelier. Nombre d'interventions, 39 hommes sont intervenus lors de cette réunion et 7 femmes. Temps de parole moyen hors rapporteur, des personnes qui sont intervenues à la salle. Les hommes sont intervenus en moyenne 4 minutes et les femmes 2 minutes et demie. Donc pour l'après-midi, les hommes sont intervenus, la parole a été prise par les hommes pour 3h23 et les paroles femmes 0h17. Difficile de s'imposer. À 11 reprises d'intervention sauvage, vous le connaissez tous, c'est les hommes que nous sommes, je m'y inclus, qui coupent la parole ou qui ne peuvent pas s'empêcher d'intervenir même si ce n'est pas leur temps de parole. Voilà. Donc ça, c'est notre habitude à nous hommes d'intervenir, de faire intrusion. Invisible, les femmes sont invisibles. À 5 reprises dans l'après-midi, des femmes lèvent la main, le président ne leur donne pas la parole. Donc, parce qu'elles considèrent qu'il y a un sujet qui est intéressant dans un coin, donc voilà. Trop long. À 15h27, une représentante de la FCPE, des parents d'élèves, fait une intervention sur l'accompagnement des enfants à l'école, qui est un sujet majeur des mobilités urbaines. 4 minutes, brouhaha, personne n'écoute. Le président lui demande d'abréger son propos car c'est l'heure de la pause. Hors propos, à 16h30, une femme parle des difficultés des femmes en milieu rural qui travaillent en ville. Le président l'interrompt en lui faisant parler, en lui faisant remarquer que c'est hors propos. L'intérêt général avant tout. 17h15, une femme parle des problèmes d'accompagnement des personnes âgées qui habitent près de chez elle. Donc c'est dans le sujet, c'est les mobilités urbaines. Un rapporteur d'atelier l'interrompt. On ne peut pas prendre en compte tous les cas particuliers, il s'agit de débattre de l'intérêt général. Alors, quelle ville est fabriquée par cette concertation? C'est très intéressant. Là, l'idée, c'est dominante maintenant, qui fait partie du dogme, mais auquel on ne peut pas surseoir, c'est la ville post-carbone, la ville sans pollution, etc. Et puis, alors, un nouveau truc qui est très à la mode, c'est la slow attitude, c'est-à-dire l'attitude calme, c'est-à-dire être dans la ville, tranquille, se promener,
flâner. Vous savez, on entend beaucoup parler de ces villes notamment le modèle alpin des Allemands et puis des Autrichiens et des Suisses, avec ces villes très calmes, très, très, très vertes. Et donc on peut se demander si ce n'est pas des contraintes supplémentaires pour les femmes. Donc voilà les projets qui font consensus par cette assemblée, effectivement, majoritairement masculine. Premier projet voté à l'unanimité qui forme l'enthousiasme, c'est aller à pied à l'école. Parce que si on va à pied à l'école, effectivement, on diminue les embouteillages. Donc là, effectivement, l'Assemblée d'hommes vote comme un seul homme, pour le coup, cette proposition audacieuse qui consiste à éviter... Les responsables des embouteillages sont les femmes, sont les gens qui accompagnent en voiture leur voisin. Utiliser le vélo et les deux roues motorisées. Alors ça, c'est intéressant, parce que là, je sors d'une enquête avec une étudiante. 70% des usagers du vélo en ville sont des hommes, et presque 100% des véhicules légers motorisés sont des hommes. Donc, encourager le vélo, c'est encourager, une fois de plus, une pratique masculine. Développer le covoiturage. Dans les entretiens qu'on a, les femmes disent « Moi, je voudrais bien le covoiturage, mais il faut que j'aille faire les courses, j'aille accompagner les enfants, c'est difficile. » D'autres disent également « Moi, me taper 1 heure de route avec 3 mecs qui parlent de rugby ou qui sentent fort le soir, c'est pas mon truc. » Mais je vous dis, c'est les entretiens. Je pourrais donner d'autres extraits d'entretien. La voiture, pour elles aussi, c'est souvent un lieu de tranquillité où elles peuvent se détendre, écouter la radio, etc. Et donc, finalement, le covoiturage, c'est quelque chose qui est assez répandu chez les jeunes, les étudiantes, mais pas du tout chez les femmes. Alors, autre innovation d'un expert, optimiser les centres commerciaux périphériques comme parking relais, concentration de services. Cet homme expert nous dit on va utiliser les parkings de supermarchés, les relier avec des trams au centre-ville et les optimiser en mettant les crèches, les halles garderies, le pressing, de façon à ce que les citoyens, les travailleurs, puissent optimiser finalement leurs tâches. Donc là, on voit bien comment la pensée masculine rationalise le temps de vie des femmes, puisque c'est des femmes qu'il s'agit quand il s'agit des crèches, des halles garderies et des écoles, avec des dispositifs. Et en fait, ces projets qui font consensus, il y a un phénomène de blocage. 3 minutes, c'est ça ? C'est bon, j'y suis. C'est un phénomène de blocage. Et ce blocage, chaque fois qu'on dit oui, mais il y a ceci, oui, mais il y a cela, il y a effectivement les idéologies dominantes maintenant, le réchauffement climatique, la pollution, les embouteillages. On dit aux gens, oui, on voudrait bien, on sait bien que c'est confortable d'amener ses enfants à l'école en voiture, mais vous savez, il y a le réchauffement climatique, la pollution, les embouteillages, et les choses sont réglées par une pensée dominante. Et puis l'autre chose, les utopies, la ville douce, la ville verte, la ville post-carbone, la slow attitude, donc la ville calme décrite par ces éléments, aller à pied à l'école, utiliser le vélo, signifie encore moins de rationalisation du temps pour les femmes, et donc encore plus de stress dans la journée, puisque si on prend 3/4 d'heure pour accompagner les enfants à l'école, même s'il y a des pédibus, ou bien si on prive la voiture pour les déplacements et qu'on est obligé de tout faire en tram, la vie des femmes, du coup, en l'absence d'égalité femmes-hommes, va être fort diminuée. Alors évidemment, quand on dit ça aux hommes, ils disent « mais il n'y a qu'à changer la société ». Et moi, par exemple, disons-nous tous, nous les hommes, moi-même, j'accompagne les enfants à l'école, ou bien je fais la vaisselle. Mais les hommes, dès qu'ils comptent eux-mêmes, finalement, et leur temps de parole et leur temps de participation aux tâches domestiques, en font moins que les femmes, statistiquement. Alors ça, c'est une petite ouverture théorique pour mes collègues universitaires, mais je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire que dans la ville, les rapports sociaux de sexe sont structurés, construits, mais aussi dissimulés. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, par exemple, on va faire un équipement pour les garçons, on dit on fait un équipement pour les jeunes, où on parle des habitants, on parle des citoyens. Et donc, on considère que la distinction de sexe est anti-républicaine, anti-démocratique, ce qui permet à chaque fois de valoriser, finalement, les pratiques sociales dominantes des hommes. Donc, comme il devient difficile d'affirmer publiquement la supériorité des hommes sur les femmes, donc ça ne fait pas partie de nos règles démocratiques, il reste possible de définir une norme universelle qui masque le groupe dominant, ce qui permet de définir le groupe dominé comme une minorité et comme ne s'intégrant pas à la majorité. Donc si vous persistez à prendre vos voitures, mesdames, pour aller accompagner vos enfants à l'école, vous êtes des mauvaises citoyennes et donc vous ne participez pas à l'effort collectif et donc vous faites partie d'une minorité, il faut vous corriger. Donc voilà. Alors évidemment, on a observé aussi dans ces travaux que les décideurs, organisateurs, élus citoyens étaient presque exclusivement des hommes à la peau blanche. Donc là aussi, il y a cet élément-là qui est extrêmement important. Et effectivement, de là, on peut aussi supposer, et c'est le cas, que c'est aussi des gens qui appartiennent plutôt aux classes moyennes et supérieures. Donc l'ouverture vers l'intersectionnalité, ce qu'on appelle le croisement sexe-race, se fait alors à partir d'un point de vue critique sur la masculinité et la blanchité, ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour interroger la sincérité des politiques d'intégration des habitants de sexe, âge, classe et races différents dans une ville durable. Si cette ville elle est construite par des hommes blancs des classes sociales dominantes et qu'ils promeuvent avec beaucoup de moyens
les nouvelles pratiques qui sont intéressantes pour la ville de Nouable, eh bien, quelque part, ils décrivent les nouvelles normes qui excluent les banlieusards, les femmes qui ont des costumes ethniques qui ne peuvent pas monter en vélo, etc. Et donc, toutes ces pratiques qui sont effectivement d'intégration d'une certaine communauté d'hommes blancs, eh bien, ce sont des processus de ségrégation de tous ceux qui sont les mauvais citoyens et qui ne répondent pas à ces normes. J'ai fini. Perspective, parce qu'il faut quand même donner un petit peu d'ouverture politique à cette affaire. Eh bien déjà, dans une affaire de participation, évaluation des budgets publics par sexe, qui me paraît vraiment la révolution indispensable à faire maintenant, à Castillon, à Dardenac, c'est l'endroit où j'habite, 90 habitants, ou à Bordeaux. Le management par le genre aussi, bien effectivement réfléchir à la parité en politique, dans l'administration, dans les entreprises et associations. Et puis après, une approche féministe de la participation. Donc là, le groupe Genre et Ville, auquel je participe avec des collègues, eh bien, a constitué un certain nombre de groupes de femmes non mixtes dans la participation à l'élaboration de projets urbains. Donc ça va commencer à partir de septembre avec l'aménagement d'une placette à Mérignac où un groupe de femmes va se réunir avec une méthodologie qui est déjà éprouvée sur 2 ou 3 fois pour explorer le quartier le jour et la nuit. Et on va reproduire ça aussi de façon à apporter une expertise au projet urbain à partir du groupe femmes. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Luc Bonnet. Ça ne marche pas? Si, ça marche. À Luc Bonnet, donc Association Un autre futur, les votes du salariat et la non-démocratie économique. 18 minutes. Oui, j'ai bien compris. Je vais vous faire un exposé beaucoup plus théorique que ce qui a été dit un peu sur la pratique. L'économie, c'est l'étude de la répartition des ressources, et plus précisément de la dynamique dans cette répartition des ressources. Nous vivons dans des économies décentralisées, c'est-à-dire décentralisées, cela veut dire que les unités de production, les unités de consommation sont supposées bénéficier d'une autonomie de gestion. En gros, unités de production, unités de consommation sont responsables de leurs choix.